On commence avec M. Huguenin, qui est professeur en gestion et organisation de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal. Il est spécialisé en économie de l'éducation et en pilotage des systèmes éducatifs et des établissements d'enseignement. Précédemment, il a notamment travaillé en tant que maître d'enseignement et de recherche à l'Institut de hautes études en administration publique à l'Université de Lausanne et économiste à la Banque nationale suisse. Il est l'un des membres fondateurs de la formation en direction d'institutions de formation en Suisse. Alors, cédons la parole à M. Huguenin. À vous la parole. Merci, Monsieur Villeneuve, pour cette introduction et cette première activité qui permet de lancer idéalement la thématique de la journée. Je me permets également de partager mon écran. Oh, pardon, j'ai oublié de cocher le partage audio. Voilà, nous y sommes. Mesdames et messieurs, bonjour. Ça me fait très plaisir d'être parmi vous ce matin pour vous apporter un regard économique sur les thématiques de l'efficacité et de l'efficience en éducation. Comme vous l'avez probablement instantanément identifié en m'écoutant prononcer ces premières phrases, je viens de Suisse et plus particulièrement du canton ou de la province de Berne. Et dans ce canton, il existe un lycée qui, année après année, obtient un taux de certification de réussite au diplôme de fin d'année de 100%. Donc ce lycée est connu pour l'excellence de son efficacité, de ses résultats. Je suis persuadé qu'ici au Québec, vous connaissez également des établissements d'enseignement ou des centres de services scolaires qui, année après année, obtiennent les meilleurs résultats possibles. Et quand je suis confronté à un établissement, à une entité publique qui est extrêmement efficace, en tant qu'économiste, je me pose deux questions. La première, c'est quelle est cette efficacité si on tient compte de la quantité et de la qualité des ressources consommées? Est-ce que ces institutions sont toujours les plus efficaces, les plus efficientes, si on tient compte des ressources consommées? Et la deuxième question que je me pose, c'est compte tenu des conditions de l'environnement dans lequel évoluent ces institutions, est-ce que elles sont plus ou moins favorisées pour générer, pour obtenir les résultats qu'elles obtiennent? Ce sont ces deux points que je souhaiterais développer plus en détail avec vous durant ces 30 minutes de présentation, suivies d'une discussion générale. Donc, on va se focaliser sur l'efficience et puis on parlera d'ajustement aux conditions locales particulières, aux conditions de l'environnement. Vous me permettrez peut-être de débuter cette présentation par un bref cadrage théorique et puis nous la terminerons par une discussion et je me réjouis d'obtenir d'ores et déjà vos réactions par rapport aux éléments qui seront abordés. Le cadrage théorique, je souhaitais vous proposer un modèle qui est celui du triangle de la performance. C'est un modèle qui a bientôt 50 ans et puis je le trouve particulièrement efficace lorsqu'il s'agit d'appréhender, de cerner la performance dans les organisations publiques et plus particulièrement dans les écoles ou dans les centres de services scolaires. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les économistes aiment souvent modéliser leur théorie à l'aide de formes relativement simples. Ici, il s'agit d'un triangle, le triangle de la performance. Et puis, ce triangle a trois sommets. Le premier est consacré aux ressources consommées, le deuxième aux objectifs qui sont assignés à l'organisation ou à l'entité publique, et le troisième sommet est dédié aux résultats effectivement obtenus. Et lorsque l'on relie ces trois sommets, nous obtenons trois dimensions qui sont les trois dimensions de la performance. La première de ces dimensions, c'est celle d'efficacité. C'est le lien entre les objectifs fixés et les résultats effectivement obtenus. On pourrait dire que c'est le degré d'atteinte des objectifs.
La deuxième dimension est celle de l'efficience, qui met en lien les résultats obtenus avec les ressources consommées. Donc ici, c'est une sorte de rapport qualité-prix ou qualité-coût. C'est la notion d'efficience. Et c'est les deux thèmes que cette journée a choisi de mettre en exergue. Par contre, selon ce modèle, il existe une troisième dimension de la performance, celle de la pertinence que nous n'aborderons pas ou peu, mais qui me paraît importante dans nos contextes de systèmes éducatifs, c'est le lien entre les objectifs et les ressources. Autrement dit, est-ce que nos ressources disponibles sont toujours en adéquation par rapport aux objectifs que l'on nous demande d'atteindre? Ce n'est pas toujours le cas. Et quand ça ne l'est pas, il est nécessaire de s'interroger sur le degré de pertinence des ressources pour atteindre les objectifs énoncés. Ce modèle de performance dans les organisations publiques, je l'ai passé finalement très rapidement au crible de la réalité, et de la réalité notamment des institutions québécoises. Donc j'ai pris un exemple, il se trouve que je réside à Longueuil, sur la rive sud de Montréal, et puis à Longueuil, il y a un cégep, qui est le cégep Édouard-Montpetit, qui a développé une stratégie qui est articulée autour de trois priorités, trois thèmes stratégiques: former, accompagner, évoluer. Et dans le rapport public du conseil d'administration du cégep Édouard-Montpetit, j'ai relevé 56 indicateurs qui permettent de mesurer la mise en œuvre, l'application de la stratégie de ce cégep. Et vous voyez dans le bas de la diapositive que plus de 2 tiers de ces indicateurs renseignent sur la notion d'efficacité. Je vous montre un exemple d'indicateur d'efficacité, c'est le taux de diplomation à la formation continue pour les étudiants ciblés. Donc on voit qu'il y a passablement d'indicateurs d'efficacité. Il y a un gros 10% d'indicateurs qui renseignent sur les processus. Et les processus, c'est finalement la manière de transformer des ressources, des intrants, en prestations, en extrants. Et là aussi, on n'a pas à proprement parler dans cet exemple d'indicateurs de productivité ou d'efficience. Par contre, on a des indicateurs qui permettent de suivre la mise en œuvre ou la révision de différents processus administratifs. Et puis, il y a un peu plus de 20% des indicateurs qui renseignent sur la quantité et la qualité des ressources. Donc là, on est plutôt sur la notion de pertinence. Par exemple, un taux de participation du personnel aux activités de formation continue ou un taux de satisfaction des employés. Donc, nous constatons que ce triangle de la performance correspond bien à la réalité du terrain. Et puis, si vous êtes intéressé à enchaîner, à construire sur la base de ces éléments, je peux vous faire parvenir, pour les personnes qui le souhaiteraient, une publication que nous avons co-rédigée avec le professeur Frédéric Yvon, qui est parmi nous ce matin, de l'Université de Montréal, et Cédric Bassin, un directeur d'école professionnelle, l'équivalent peu ou prou de vos cégeps ici au Québec. Nous avons rédigé une sorte de guide de marche à suivre pour construire des tableaux de bord équilibrés qui recensent un certain nombre d'indicateurs de gestion et de pilotage. Et le tableau de bord de cette école en particulier, ce cas pratique que nous abordons dans cet article, couvre 4 dimensions et ces dimensions correspondent bien aux axes de la performance que nous avons évoqués à l'instant. Un axe d'efficacité plutôt orienté vers les prestations, vers les bénéficiaires, un axe d'efficience orienté sur les processus et un axe de pertinence qui, lui, traite plutôt de la quantité et des ressources à disposition. Donc, si vous êtes intéressé à ces thématiques et à ces modèles de la performance, vous pouvez vous référer à cet article et en bonus, en fin de présentation, vous trouverez quelques diapositives qui vous montrent quels sont concrètement les indicateurs représentés sous la forme de graphiques qui sont utilisés
dans ce tableau de bord en particulier. Et puis, ce sont des notions qui devraient faire écho à vos réalités. Ce ne sont pas des notions inconnues puisque l'aide-mémoire sur la chaîne de résultats et banque d'indicateurs du secrétariat du Conseil du Trésor ici au Québec prévoit précisément, dans le cadre de la gestion axée sur les résultats, une chaîne de causalité qui va des ressources au processus jusqu'aux prestations. Donc, on voit déjà avec ce modèle qu'énormément des mots-clés que vous avez indiqués dans l'activité d'introduction sont couvertes. Vous avez parlé de performance, vous avez parlé de résultats, vous avez parlé d'efficacité. Donc, ce sont des éléments que l'on retrouve dans ce cadrage théorique. Donc, je vais m'appuyer sur ce cadre théorique pour ouvrir ou me focaliser sur la notion d'efficience. Pourquoi? Parce que c'est une notion qui est peut-être un peu moins connue que celle d'efficacité, le degré d'atteinte des objectifs. Et puis, je pense que travailler sur l'efficience correspond finalement à un état d'esprit. C'est celui de l'amélioration continue. Sur la base des données probantes, haute expression que vous avez utilisée tout à l'heure, sur la base des données ou de la connaissance des éléments d'aujourd'hui, comment est-ce que l'on peut faire mieux demain? Donc l'idée, c'est de nous améliorer de manière continue. Nous avons aussi, bien sûr, un devoir professionnel et moral d'utiliser le budget à disposition pour permettre de maximiser la quantité et la qualité des prestations que nous fournissons. Donc, nous sommes sur la notion d'efficience. Et puis, je ne vous apprendrai rien en disant que les ressources sont limitées et que nous sommes confrontés au défi d'en faire plus ou mieux avec autant, voire avec moins. C'est une autre des expressions que vous avez utilisées lorsqu'il s'agissait de définir l'efficience dans l'activité d'introduction. Et puis ici, j'ai repris le rapport annuel du Centre de services scolaires de Montréal qui mentionne les facteurs affectant les résultats financiers de ce centre de services scolaires. Et puis, sans surprise, les mentions de pénurie de personnel, de surchauffe du secteur de la construction, donc des coûts d'investissement, mais aussi de l'augmentation du niveau des prix, du renchérissement, que ce soit pour les biens et services, mais également pour les rémunérations salariales. Tous ces éléments-là nous place face au défi, face à cette augmentation des coûts, de parvenir à économiser des ressources, mais également à conserver, voire à augmenter les prestations que nous fournissons. Je me permettrai, avant de vous présenter quelques exemples concrets, de revenir sur les notions de productivité et d'efficience. Ce sont souvent deux notions qui sont utilisées de manière synonyme dans la pratique. Par contre, les économistes font une différence entre ces deux notions et je vous proposerai peut-être rapidement de vous rendre attentive et attentif à ces différences de définition. Quand on parle de productivité, c'est le rapport entre les extrants, les prestations fournies, et les ressources consommées, les intrants. On parle de productivité totale quand on additionne toutes les prestations fournies et qu'on les divise par la somme des ressources consommées. Pour faire ces additions, on a besoin de convertir toutes les prestations et toutes les ressources dans une unité commune et on utilise souvent pour le faire une unité monétaire. C'est plutôt difficile à faire dans nos réalités des systèmes éducatifs parce que nous sommes sur des prestations non marchandes qui n'ont pas de prix, en tout cas dans le public. Donc, c'est une notion qui est difficile de calculer, finalement, la productivité totale. C'est la raison pour laquelle on se concentre souvent sur des ratios de productivité partielle où on met en relation une prestation, un extrant, avec une ressource, un intrant, par exemple le nombre d'élèves par enseignante et enseignant. Donc là, on est sur les notions de productivité. Chacune et chacun d'entre nous, dans sa propre entité, dans sa propre école, dans son propre centre de service scolaire, dans sa propre université, avec ses propres données, peut calculer ses indicateurs de productivité.
Par contre, quand on parle d'efficience, on se situe à un autre niveau. On se situe dans une situation optimale, dans une situation modèle, où l'extrant est maximisé par rapport à la quantité d'intrants donné, ou, à contrario, dans une situation où l'intrant est minimisé par rapport à une quantité fixe de prestations à fournir. Donc, si je me permets de reprendre ces notions et de les schématiser, si on est uniquement sur un ratio extrant divisé par intrant, on est sur de la productivité. Par contre, pour passer à l'efficience, et je marque cette différence entre ces notions de productivité et d'efficience par ce coup de tonnerre, on est contraint de maximiser la productivité pour identifier quelles sont les entités publiques qui maximisent ce ratio, qui sont les pairs de référence, qui sont les meilleurs élèves, si j'ose m'exprimer ainsi. Et pour ce faire, nous sommes obligés de nous comparer les uns aux autres. Donc, nous entrons dans une analyse comparative pour parvenir à mesurer le degré d'efficience. Mesdames et messieurs, est-ce que vous connaissez cette personne? Alors, ça date, hein, passablement. C'est une figure du XVIIIe siècle. La question est compliquée. Il s'agit de Talleyrand, qui était un homme politique et diplomate français au XVIIIe siècle. Et une citation, entre autres, est attribuée à Talleyrand, qui disait « Quand je m'examine, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. » Donc, il justifiait déjà au XVIIIe siècle la nécessité de se comparer à d'autres, non pas pour s'inquiéter, mais pour se rassurer, parce que nous avons toutes et tous nos difficultés, nos problèmes, mais quand on se compare à des organisations qui sont similaires aux nôtres, on constate bien souvent que nos problèmes sont partagés et cela nous rassure de nous comparer à ces autres entités identiques. Donc l'idée pour mesurer l'efficience, c'est de partir de données réelles, de situations observées, pour construire ce que les économistes appellent une frontière d'efficience. Et cette démarche-là, vous pouvez l'initier à votre niveau. J'ai travaillé avec passablement de directrices et directeurs d'école en Suisse qui étaient en confiance parce qu'ils se connaissaient et souhaitaient entrer dans cette démarche de se comparer les uns aux autres et ils échangeaient leurs données pour précisément, à l'aide de méthodes existantes, calculer ces frontières d'efficience. Il existe plusieurs méthodes pour calculer ces frontières. Je ne vous les présenterai peut-être pas aujourd'hui, mais sachez que certaines d'entre elles sont très simples. En 1 à 2 heures, vous maîtrisez la manière de construire ces frontières et vous pouvez calculer vos résultats d'efficience entre institutions qui souhaitent se comparer les unes aux autres. Je vous montre brièvement l'une de ces frontières. Ici, c'est un exemple fictif, mais l'idée, c'est intuitivement de voir comment cela fonctionne. Ici, j'ai pris l'exemple fictif de 7 hautes écoles ou universités, A, B, C, D, E, F, G, sur le graphique, qui produisent 2 extrants, des cours et des programmes de recherche à l'aide d'un intrant, un nombre de professeurs. Et l'idée, c'est de représenter ou de positionner ces universités sur ce graphique en 2 dimensions. Et puis, pour construire la frontière d'efficience, imaginez que vous jetiez un drap de lit sur ce nuage de points, et puis ce drap, en retombant, va s'appuyer, va modeler finalement la frontière en s'appuyant sur les points qui sont situés le plus à l'opposé possible de l'origine du graphique. Donc, il va prendre appui sur les hautes écoles E, F, G et B. Et par définition, ce sera notre frontière d'efficience. Donc, les écoles qui se situeraient sur la frontière d'efficience sont efficientes à 100% et celles qui sont en dessous sont efficientes à moins
de 100%. Donc, on voit que l'on parvient à mesurer l'efficience de manière comparative. Il y a plusieurs définitions de l'efficience. Je ne vais pas les aborder avec vous aujourd'hui. Sachez toutefois que l'on peut mesurer l'efficience uniquement en prenant en considération des variables physiques, par exemple des nombres d'élèves, un nombre d'enseignantes et d'enseignants en équivalent temps plein. Mais il est aussi possible de calculer ces résultats d'efficience en tenant compte des unités monétaires, par exemple le salaire des enseignantes et des enseignants. Alors, un exemple pour vous de mesure de l'efficience. J'ai pris ici un exemple québécois tiré de Brousseau, Ouellet et Firstretet. Il date quelque peu, mais l'idée, c'est ici d'illustrer la démarche. Donc, ces trois autrices et auteurs ont cherché à mesurer l'efficience des cégeps au Québec en prenant un extrant, le nombre de périodes. Alors, je désamorce d'ores et déjà la critique évidente que vous allez pouvoir formuler. Bien sûr, cet extrant est insuffisant pour mesurer la complexité des prestations fournies par les cégeps, mais l'idée ici, c'est juste d'illustrer la démarche. Et puis, il y a 5 types de ressources qui ont été utilisées, notamment le nombre d'enseignants, nombre de personnel administratif ou encore les ressources énergétiques consommées. Et puis, le modèle permet d'atteindre une efficience moyenne de 92,71%, donc quasiment 93%. Comment est-ce qu'on interprète ce résultat? Ça veut dire qu'en moyenne, chaque cégep pourrait produire le même nombre de périodes en consommant en moyenne 7% de ressources en moins. Donc, s'il s'agit ici de chercher des potentiels d'amélioration, on a une base, on a une indication objectivée qui nous montre quels sont les cégeps qui pourraient faire mieux. Ça ne nous dit pas encore comment faire mieux, mais ça nous donne des potentiels d'amélioration. Donc, pour les résultats un peu plus en détail, les trois autrices et auteurs de cette étude ont calculé les moyennes des cégeps par région. Et puis, vous voyez que les cégeps de la région Côte-Nord obtiennent en moyenne un score d'efficience de 1 ou de 100%. Ils sont sur la frontière d'efficience. Et puis d'autres cégeps, par exemple ceux de la région Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, obtiennent un score d'efficience de 76%. Donc ça signifie que ces cégeps dans cette région-là pourraient augmenter leurs prestations de 24%, 100 moins 76, avec les mêmes ressources à disposition. Donc voilà un exemple illustratif réel, concret, de la mesure de l'efficience. Jusqu'à maintenant, nous vous avons parlé d'efficacité et d'efficience que je pourrais qualifier de brutes. Autrement dit, ce sont des résultats qui ne tiennent pas compte des contextes particuliers, de l'environnement dans lequel évoluent les cégeps, les établissements d'enseignement, les centres de services scolaires. Je ne sais pas si ces deux images, si vous parvenez à identifier les écoles correspondant à ces deux images, probablement pas. La première école est l'école Le Carignan, centre de service scolaire de la pointe de l'île de Montréal. Un peu plus de 600 élèves avec un indice de défavorisation élevé. Cette école fait partie des 10% des écoles les plus défavorisées du Québec. Et en bas, nous avons l'école primaire Noël Fortin à Matane, du côté du Mont Castor, avec 45 élèves dans un environnement plutôt rural. Et l'indice de défavorisation est plutôt favorable dans ce cas-là, puisque cette école fait partie des 10% des écoles au Québec qui sont les plus favorisées. Donc, si on obtient des résultats bruts d'efficacité en termes de résultats d'élèves à des épreuves standardisées de référence, ou que l'on calcule des résultats d'efficience brute, ces résultats ne vont pas rendre justice aux conditions d'environnement dans lesquelles évoluent ces deux écoles. Donc, les économistes ont conçu un certain nombre de méthodes pour tenir compte
de ces conditions plus ou moins favorables de l'environnement. Là aussi, je peux vous fournir pour les personnes qui le souhaiteraient une publication qui vous explique de manière pédagogique comment procéder à cet ajustement d'une efficacité ou d'une efficience brute pour obtenir une efficacité ou une efficience ajustée, corrigée ou nette des conditions de l'environnement. Là aussi, je vais prendre deux exemples. Un autre exemple tiré de Ouellet et Firstretet et un autre de Lacroix et Santa Rosa qui portent, eux, sur l'efficience des commissions scolaires. Alors, bien évidemment, nous sommes passés au centre de services scolaires, mais compte tenu des dates, les études portaient encore sur les anciennes commissions scolaires. Le premier exemple, c'est celui des commissions scolaires au Québec, illustré par Ouellet et Firstretet. Un extrant, le nombre d'élèves, là aussi, c'est probablement insuffisant pour tenir compte de la complexité des prestations fournies. Et puis plusieurs intrants, notamment le nombre d'enseignants. Et là, on a tenu compte aussi typiquement du prix des enseignants, donc de leur salaire. L'efficience moyenne est d'un peu plus de 86%. C'est cette moyenne que vous retrouvez au bas de la première colonne. Ce sont les scores bruts d'efficience. Et quand ce score brut ou ces scores bruts sont corrigés pour tenir compte des conditions plus ou moins favorables de l'environnement, nous obtenons des résultats d'efficience corrigés ou ajustés dans la deuxième colonne. Et je vous proposerai deux exemples. Le premier, c'est celui du centre de services scolaires de la des centres de services scolaires de la des commissions scolaires pardon, de la région Côte-Nord. En efficience brute, ils sont à 72%. Par contre, en efficience corrigée, ajustée, ils passent à 84%. Ça veut dire que cette région-là fait face à des conditions plutôt défavorables, puisque ses résultats augmentent lorsque l'on ajuste l'efficience par rapport aux conditions locales particulières. Un deuxième exemple qui sera peut-être plus parlant, celle de notre collègue Guy Lacroix, économiste à l'Université de Laval, qui, sur mandat du ministère de l'Éducation, a évalué l'efficience budgétaire de ces mêmes commissions scolaires au Québec. Et là, vous voyez que les variables prises en compte reflètent mieux, déjà mieux, la complexité de la réalité euh, du monde de l'éducation. Dans les prestations ou les extrants, on a les taux de sortie avec diplôme et les taux de réussite globale aux épreuves uniques du cinquième secondaire. Et puis, parmi les intrants, nous avons à nouveau personnel enseignant, personnel administratif et technique, personnel de soutien, personnel responsable des biens meubles et immeubles. Donc là, on est essentiellement sur des ressources humaines qui couvrent probablement peu ou prou 80% de la consommation de ressources en dollars canadiens de toutes les ressources consommées par les commissions scolaires. Et puis, je souhaitais vous présenter deux résultats issus de cette étude, deux résultats emblématiques. Le premier, on va du côté de la Gaspésie avec les euh, commissions scolaires des Chic-Chocs. Et puis, dans le deuxième exemple, on va du côté des commissions scolaires de la moyenne côte nord. Donc là, on est plutôt du côté de Rivière-au-Tonnerre. Et puis, lorsqu'on calcule les résultats d'efficience brut, les Chic-Chocs obtiennent un résultat de 81% et Moyenne Côte-Nord obtiennent un résultat de 100%. Et là, je me permettrai peut-être une répétition, vu que du côté de la Moyenne Côte-Nord, on est à Rivière-au-Tonnerre. Je refais mon effet sonore. Avant de vous montrer les résultats d'efficience corrigés aux conditions de l'environnement. Chic-Choc passe de 81% à 100%. Ça veut dire que ces commissions scolaires évoluent dans un environnement défavorable. Mm. Pour Moyenne Côte-Nord, on passe de 100
à 82%. Ce qui signifie, dans cet exemple-là, que Moyenne et Côte-Nord évoluaient plutôt dans un environnement favorable. Et si on les place dans un état fictif, virtuel, qui correspond aux conditions d'adversité des chic-chocs, eh bien, leur score d'efficience se réduit. Donc, c'est intéressant hein, d'aller au-delà des résultats bruts d'efficacité et d'efficience pour passer à des résultats nets qui tiennent compte des conditions particulières dans lesquelles évoluent les écoles, les universités, les centres de services scolaires, par exemple. Avant d'aborder la discussion et peut-être pour la lancer, je me permettrai quelques propos conclusifs. Le premier, je l'ai déjà dit, je pense que quand on travaille sur ces notions d'efficacité et d'efficience, l'idée, ce n'est pas de sanctionner, de clouer au pilori, mais bien au contraire, d'œuvrer dans un état d'esprit orienté vers l'amélioration continue. En fonction des informations d'efficacité et d'efficience obtenues aujourd'hui, comment est-ce que l'on peut faire mieux demain? Je pense aussi qu'il faut fixer des cibles en matière d'objectifs. Vous vous souvenez du triangle de la performance que je vous ai présenté en introduction, avec l'un des sommets consacrés aux objectifs. Je pense que ces cibles en matière d'objectifs doivent être fixées de manière raisonnée. Quand une entité publique atteint un haut degré d'efficacité ou d'efficience, il est particulièrement difficile de s'améliorer encore. Ou si l'on souhaite s'améliorer encore plus, la consommation de ressources à consacrer à cette amélioration sera probablement disproportionnée. Pour passer de 95% de taux de diplomation à 100%, ça demandera un effort extrêmement élevé. Par contre, pour passer de 60% à 70%, ça ne demandera pas un tel effort. Donc, l'idée de fixer les cibles, il y a une réflexion à avoir là autour. Je voyais quelqu'un qui notait dans le WooClap de tout à l'heure le terme d'anxiété. Donc, effectivement, s'améliorer peut provoquer de l'anxiété, et surtout si l'exigence d'amélioration est trop élevée ou si la cible est trop ambitieuse ou inatteignable. L'idée de l'efficience, vous l'avez aussi noté en introduction, c'est faire plus et mieux avec autant. Les méthodes que je vous ai présentées permettent d'identifier les potentiels d'amélioration. Et puis, ça nous permet aussi, hein, je trouve que c'est intéressant en termes réflexifs, de ne pas nous diriger, d'avoir le réflexe de solliciter systématiquement des ressources additionnelles, mais plutôt de nous poser la question, avec les ressources à disposition, comment est-ce que je peux les mobiliser de manière différente pour me permettre d'augmenter la quantité des prestations que je fournis et d'améliorer la qualité de ces prestations. Donc, je pense que c'est plutôt ce réflexe-là qu'il faut avoir, non pas se demander, non pas se dire il me faut des ressources additionnelles, mais comment est-ce que je peux combiner et mobiliser différemment les ressources à disposition pour parvenir à augmenter mon efficacité et mon efficience. Et la question, c'est comment on le réalise. Donc, à partir de là, je souhaiterais peut-être ouvrir la discussion. Et puis, si vous n'avez pas d'idée sur comment parvenir à améliorer son efficacité et son efficience, j'ai quelques propositions à vous fournir, mais j'aimerais plutôt vous tendre le relais et vous entendre sur les différents éléments qui ont été présentés jusqu'à présent. Merci de votre attention.